Bonjour Margot Deray. Bonjour. Pour vous, faire de la politique au restaurant, c'est oui ou c'est non? Mais oui, et un peu à chaque fois en fait, parce que quand on fait de la politique, ça nous suit un peu tout le temps, et donc on en parle aussi au restaurant, on en parle aussi en soirée avec ses amis, on en parle au repas de famille, etc. Crève de soif, moi, ici. Donc on va commencer par un petit apéro. Nous allons parler du scandale des agressions sexuelles par les chauffeurs et les taximans, vu le grand retour d'Uber justement dans les rues de Bruxelles. Alors, une réforme est déjà mise sur la table. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Avec le gouvernement dans lequel Écolo est au pouvoir et aux manettes, il y a une volonté de faire un vrai plan taxi avec une vraie réforme du secteur qui va concerner évidemment la question de ce qu'on appelle les LVC, donc les taxis, les Uber, les Hitch, etc. Mais aussi plein d'autres questions, dont une qui, moi, me tient à cœur, qui est celle de la féminisation. Alors, on ne sait pas exactement encore tout ce qu'il y a dans le projet, parce que c'est le gouvernement qui traite la question, et moi, je me situe au niveau du Parlement. Mais je suis revenue plusieurs fois en commission auprès du ministre compétent pour lui dire que voilà, la féminisation du secteur, la protection des utilisatrices sur le réseau, etc. étaient des questions qui étaient importantes et qui devaient impérativement se trouver dans le projet. Et pour vous, justement, comment cette réforme va-t-elle réellement diminuer le problème des agressions dans les taxis, les Uber et les Hitch ? Alors moi, je crois qu'il y a plusieurs axes. Il faut vraiment faire de ces transports qui permettent quand même à beaucoup de femmes finalement de se déplacer la nuit dans des cadres de loisirs, des cadres culturels, etc., de le faire en sécurité. Et donc je pense qu'en étant comme ça d'office dans les rues, ils ont et elles ont, en tant que chauffeurs et chauffeuses, une carte à jouer pour augmenter finalement la sécurité. Et puis alors, il y a tout ce qui peut se passer aussi à bord des véhicules. Et là, je pense qu'il faut absolument former les chauffeurs et les chauffeuses, par exemple pour qu'ils réduisent, si on veut, le sentiment qu'il peut y avoir d'insécurité pour les femmes qui montent dans les véhicules. Et alors, moi, je crois, et avec mon groupe, on défend fortement cette idée, mais que le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait que 1% de femmes qui soient chauffeuses de taxi et Uber, c'est en fait aussi une partie du problème, et que justement, le fait de féminiser, le fait de pouvoir avoir plus de femmes qui roulent, ça va d'office augmenter la sécurité dans ce secteur. On sent que vous avez faim, donc on va rapidement passer à l'entrée avec le cybersexisme. Tout d'abord, comment on peut le combattre ? Comme c'est un phénomène qui est complexe en général, c'est une raison pour avoir du mal à le traiter, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le traiter. Et donc je pense que la première chose qui est peut-être utile, c'est de vraiment réfléchir et changer notre manière d'envisager ces questions, à savoir que par exemple, pendant très longtemps, on considérait que les réseaux sociaux, c'était pas la vraie vie. C'était une sorte d'espace virtuel, un peu déconnecté. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que les conséquences sur les personnes, elles sont hyper réelles. Et donc, faire des réseaux sociaux une sorte d'extension de l'espace public en matière aussi de législation, c'est le premier pas, selon moi, pour avancer. Et du coup, justement, elle en est où la loi et la politique avec tout ça ? Alors, la difficulté, c'est que ça se gère à plein de niveaux de pouvoir. Par exemple, si vous êtes du côté de la prévention, c'est plutôt la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est compétente. Si vous êtes sur les aspects légaux, c'est plutôt au niveau du fédéral que ça se gère. La bonne nouvelle, c'est que ça avance un peu partout, à tous les niveaux, et que ça va du coup avoir un traitement de cette question-là assez tentaculaire et assez global, mais tout ça se met timidement en route. C'est très fin, ça se mange sans faim. On espère que vous avez encore de la place pour le plat principal. Donc le hashtag Balance ton bar a bouleversé les sorties entre amis. Boire un verre maintenant avec une amie, c'est devenu dangereux. Les témoignages publiés ont été un véritable choc. De nombreuses questions taraudent les femmes depuis quelques mois et nous aimerions vous en poser quelques-unes. Donc peut-on définir le système judiciaire comme un complice des agresseurs ? Alors est-ce que le système est complice ? Je pense qu'il y a en tout cas une responsabilité structurelle, comme on dit, mais donc un truc global qui pèse sur le fait qu'aujourd'hui on poursuit peu ceux qui commettent de tels actes, ne fût-ce que parce qu'il n'y a pas aujourd'hui toujours de preuves des événements qu'il y a eu, parce que pour la plupart des drogues qui sont mises, en fait, elles sont indétectables, et donc on sait même difficilement prouver qu'il y a eu vraiment une drogue qui a été mise dans un verre. Et donc ça, je crois que c'est vraiment des questions où si les magistrats, si la police, si tous les intervenants de première ligne, comme on les appelle, ne sont pas formés à détecter, à comprendre ces enjeux-là, c'est très difficile. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est en train d'avancer. Et justement, comment la politique contribue-t-elle à la lutte contre la violence envers les femmes ? Alors, il y a, je crois, 3 enjeux qui sont importants. Le premier, c'est de considérer la violence faite aux femmes comme un réflexe de toutes les politiques publiques qui sont menées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même quand je suis occupée en tant que ministre de l'Urbanisme à rénover un quartier, je dois systématiquement me poser la question de comment les femmes vont se sentir par rapport à ce projet. Et je dis les femmes, mais c'est aussi les minorités de genre qui sont incluses là-dedans. Et donc, comment est-ce que les femmes vont pouvoir évoluer dans ces rues, dans ces parcs, etc. La deuxième chose, c'est que ça doit être systématiquement assorti de moyens.
Et ça, je crois que ça commence tout doucement à avoir des effets concrets, où on débloque maintenant des budgets spécifiques pour ça, et où en plus maintenant, on réfléchit quand on investit dans un projet à quel est l'impact sur les questions de genre de ce projet. Donc ça, c'est un deuxième outil, c'est tout ce qui a trait à la question du financement. Et alors le troisième, qui me semble fondamental, c'est vraiment de soutenir les associations. Je pense que ça, c'est un ingrédient qui ne nous fera jamais défaut, parce que l'expertise, elle est chez eux et chez elles en général. Et donc le fait de les financer, de sécuriser aussi les emplois dans ces assos, etc., permet de faire avancer ces questions dans la société de manière plus rapide. Le plat est assez copieux, mais donc on aimerait aussi vous parler d'un autre hashtag qui fait également parler de lui, le hashtag Balance ton folklore. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de se dire qu'une personne est victime, par exemple, de violences sexuelles dans le cadre festif à l'UNIF ou en haute école, et qu'une fois qu'elle ose prendre la parole et témoigner, en fait, il ne se passe rien. Et donc, on a déployé un dispositif en 2 axes. Le premier, c'est des dispositifs dans toutes les hautes écoles et universités qui fonctionnent avec des personnes de référence rémunérées pour faire ça. Et le deuxième pilier, c'est d'avoir en plus des voies de recours externes, parce que des fois, en fait, ça ne fonctionne pas à l'interne des hautes écoles et universités. Et donc, il faut un interlocuteur ou une interlocutrice externe qui est capable de recevoir des signalements, d'orienter l'étudiant ou l'étudiante et d'activer une sorte de suivi pour les cas qu'elle reçoit. Il veut pas un dessert, le monsieur? On espère que le plat ne vous a pas laissé un goût trop amer. On va donc passer plutôt sur une note sucrée, le dessert, et nous allons parler de la contraception masculine. Donc, pouvez-vous nous dire pourquoi la contraception masculine est si peu connue ? La contraception, quand on y réfléchit de manière spontanée, on se dit c'est un truc de meuf, c'est une pilule, c'est tous les contraceptifs que l'on connaît. Et puis, parfois, on pense aussi au préservatif, mais qui est plutôt vu pour protéger contre les IST en plus. Et donc, le fait est que quand on parle de contraception pour les hommes, là, on bascule dans un autre registre vachement moins positif. C'est l'idée qu'en fait, un homme qui est contracepté, il est un peu émasculé, il est un peu castré, c'est pas un vrai homme en pleine, dans toutes les sortes de sa virilité. Et donc, je pense que ce biais-là a fait qu'en fait, pendant de nombreuses années, on a très peu développé, que ce soit du point de vue des entreprises pharmaceutiques, mais même du monde médical, très peu développé les solutions de contraception masculine parce qu'il y avait ces biais-là. Mais avec la mise à l'agenda de plein de questions liées à l'égalité, on voit que les choses bougent, qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de se contracepter eux-mêmes, il y a beaucoup de femmes qui ont envie aussi que cette contraception puisse être partagée à un moment donné. Et de la même manière où on réfléchit à, par exemple, la répartition des tâches ménagères dans le couple, on en vient à réfléchir aussi à la répartition de la charge contraceptive, parce qu'on sait que la contraception peut parfois être une charge à porter, ne fût-ce que financière, aussi physiologique, parce qu'on n'est pas... c'est quelque chose qu'on doit mettre ou qu'on doit prendre, donc forcément ça a un impact. Et je pense que c'est là que le nœud se situe pour le moment. Et comment vous pensez qu'on peut changer cela, justement ? Mais comme beaucoup de sujets liés à l'égalité, il y a plein de leviers et surtout, l'idée, c'est de changer les choses de manière structurelle et pour toujours, si je peux le dire comme ça. Donc, il ne s'agit absolument pas d'arrêter de développer la contraception féminine, qui a évidemment son histoire aussi liée aux revendications féministes pour leur droit à leur propre corps et à disposer de celui-ci librement. Donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel on ne veut absolument pas reculer. Mais par contre, développer des alternatives pour que chaque couple qui se pose la question de la contraception, en fait, ait le choix tout simplement en fonction de sa réalité.